bonjour. Bonjour. Alors, on s'était vu en début d'année. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des émergents. Vous êtes le gérant phare de GEMway Assets et le gérant de GEM Equity. Alors, début d'année, vous nous disiez, Bruno, finalement, les voyants sont plutôt au vert pour les marchés émergents. Vous étiez relativement confiant. Et puis, la donne a complètement changé. Les marchés émergents se sont cassés la figure depuis. Quelques chiffres. Le Shanghai Composite, l'indice chinois, a perdu depuis 12 mois 19%. Le MSCI marché émergent est en recul de 5,85%. Ça, ce sont des cours arrêtés au 5 septembre. Mais si on regarde la performance du MSCI émergent depuis janvier, il est officiellement rentré en marché baissier, en bear market, comme disent les professionnels, parce qu'il recule de 20%. On compare, évidemment, puisque toutes les performances sont relatives, on compare à ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, sur un an, le S&P a gagné près de 20%. Donc on est vraiment dans une débâcle des émergents. Alors, évidemment, on va s'interroger sur la durée de ce mouvement. Est-ce qu'il va se prolonger? Mais d'abord, intéressons-nous aux facteurs de retournement de ce marché qui avait rebondi très nettement entre février 2016 et janvier 2018. De janvier 2018. Il avait gagné 70%. Alors, est-ce que c'est la guerre commerciale déclarée par Trump à la Chine, entre autres, parce que la Chine n'est qu'une de ses cibles? Est-ce que c'est le raffermissement du dollar consécutif à la politique monétaire américaine qui se resserre, qui sont les principales explications de ce retournement complet des émergents? Alors, c'est une conjonction de beaucoup de facteurs. Alors, sans doute les facteurs exogènes, comme effectivement la guerre commerciale, en tout cas les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine en sont une, comme le renchérissement du dollar, des taux d'intérêt, du pétrole. Donc toute une série de raisons exogènes qui sont effectivement très importantes pour le comportement des marchés, et notamment pour le comportement des marchés les plus faibles et de leurs devises. Mais il y a aussi, on peut dire, une série de raisons qui sont plus spécifiquement émergentes, qui ont été relativement négatives depuis janvier et qui ont contribué à cette baisse. Alors avant qu'on revienne sur ces raisons, parce que en effet, il va falloir les détailler. Vous mentionnez parmi les facteurs, la guerre commerciale, le raffermissement du dollar, mais également le pétrole. Alors là, j'aimerais que vous détailliez en quoi le pétrole contribue à la faiblesse actuelle des émergents. Alors, juste en termes de priorité, effectivement, les frictions commerciales avec les États-Unis sont sans doute la raison la principale de la baisse, notamment de la baisse des marchés chinois. Le pétrole monte quand même, est à $75, quand même une belle hausse depuis 12 mois. L'économie mondiale a besoin de pétrole pour fonctionner. Toutes les économies émergentes, bien évidemment, globales, ont besoin de ce pétrole. Le prix se renchérit, donc elles doivent dépenser plus de dollars tout simplement pour fonctionner. Et ce qui veut dire qu'elles vont demander plus de dollars tout simplement. Donc ça renchérit la hausse du dollar à un moment où certains pays émergents qui ont peu de pétrole, comme l'Inde par exemple, ou ceux qui sont les plus faibles, comme la Turquie, ont besoin de ces dollars, soit pour rembourser une partie de leur dette, soit pour rembourser au moins les intérêts. Et donc le marché ne se trompe pas là-dessus. Clairement, il sanctionne les plus faibles d'une certaine manière, et les plus faibles sont ceux qui ont les échéances les plus courtes, comme l'Argentine, comme la Turquie, et tout ça explique vraiment parfaitement la forte baisse de leur devise depuis le début de l'année en tout cas. Oui, parce qu'il faut qu'on comprenne bien, ces baisses ne sont pas fortuites. Enfin, les attaques sur les marchés que vous venez de citer, le marché turc et le marché argentin, n'ont rien du hasard. En fait, ce sont des pays qui sont dans des situations budgétaires difficiles et avec des comptes courants qui ne sont pas bons. Absolument. Non, et une dette en dollars. Une dette en dollars. Donc quand le dollar monte, c'est encore plus douloureux. C'est encore plus douloureux pour eux. Et en fait, quelque part, le marché teste la volonté aussi de réforme. L'Argentine, il y a un an et demi, un peu moins d'un an et demi, l'Argentine levait de la dette perpétuelle. Donc les marchés étaient très sympathiques, très confiants. Un an et quelques mois après,
on estime qu'elle est incapable de pouvoir rembourser. Elle annonce encore un plan encore plus drastique de baisse de ses dépenses le week-end dernier, avec la division par 2 de nombre de ministères quand même. Et donc vraiment une volonté d'arriver à un budget zéro, un déficit budgétaire égal à zéro dès l'année prochaine. Le marché n'est pas encore tout à fait convaincu. Alors le peso, entre-temps, est divisé par 2 quasiment, quoi. Et donc vraiment, on voit bien l'incertitude, le manque de confiance totale des marchés, notamment sur le marché des devises et sur le marché aussi des obligations, bien sûr. Alors on a en effet des devises qui s'effondrent. Mais j'aimerais qu'on revienne aux causes finalement de cette débâcle des émergents, parce que bon, on parle de la Turquie et de l'Argentine qui sont des pays faibles de cet environnement, mais en effet, est-ce que finalement, la crise n'est pas le fait aussi de problèmes structurels que n'ont pas traités correctement les pays émergents, et même, parlons de la Chine, qui sont beaucoup plus solides que les 2 États précités, mais on a un ralentissement en Chine, qui est notamment dû à une politique, qui est consécutif à une politique de surinvestissement, parce que finalement, ils ont soutenu la croissance toujours avec les mêmes recettes, c'est-à-dire qu'on investit dans les capacités de production, et on aboutit à quoi? À des surcapacités de production qu'il faut bien à un moment fermer. Donc, n'oublions pas que ce modèle-là a relativement bien fonctionné dans un pays comme la Chine, bien sûr, au moins au début, parce qu'il y avait pas de capacité. Donc le sujet, c'était pas de trop investir éventuellement. Oui, mais de toute façon, j'ai plus le chiffre en tête, mais 45% du PIB qui est réalisé dans l'industrie, la production, c'est que c'est complètement déséquilibré. Il y a un moment donné où c'est trop. Finalement, le dernier grand plan de relance chinois qui était fait en 2009-2010, qui a fait repartir les marchés à l'époque, on s'est aperçu a posteriori que c'était pas efficient. En d'autres termes, on met plus d'$1 d'investissement pour $1 de retour. À la fin, c'est pas un bon calcul. Et depuis, sur ces dernières années, finalement, ces dollars d'investissement ont été plutôt financés par de la dette. Donc la dette chinoise a augmenté de manière assez importante. Alors, soyons assez... vous parliez tout à l'heure d'un montant de dette qui a augmenté au niveau des pays émergents. Cette augmentation, elle est surtout le fait de la Chine. Un peu moins des autres pays qui avaient déjà un niveau d'endettement relativement élevé il y a 4-5 ans et qui, pour certains, ont commencé à le réduire. Alors que l'endettement chinois a monté jusqu'en 2015-2016. Depuis, il baisse quand même, marginalement, mais il baisse, mais il est quand même à un niveau assez élevé. Donc ça reste un sujet. L'énorme différence qu'on peut trouver à un moment, et c'est pour ça qu'on dit que la Chine n'est pas un pays faible, comme peuvent l'être au niveau de leur devise, simplement parce que d'autres pays ont un endettement, certes peut-être un peu moins important en total du PIB, mais c'est une bonne partie de cet endettement est fait en dollars ou en devises étrangères, autres que la propre devise du pays. Ce qui n'est pas le cas de la Chine. La Chine, son endettement est important, mais c'est la quasi grande majorité, très grande majorité de cette dette est en renminbi. Donc ça concerne vraiment que la Chine. Mais en tout cas, on a aussi une faiblesse dans chez le leader du monde émergent et la deuxième puissance économique planétaire, quand même. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. Et d'autre part, parce que la question, c'est... Là, on constate finalement la sévérité de la débâcle et aussi on la justifie par des facteurs objectifs, des fondamentaux qui ne sont pas si bons que ça. Très bien. Mais la question, c'est tout de même combien de temps ce mouvement va-t-il durer et est-ce qu'il va prendre de l'ampleur? Alors, sur les marchés, il y a une observation qu'a faite une de vos consoeurs d'une grande banque d'affaires américaine qui disait ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est que, déjà, on a un raffermissement du dollar qui, normalement, doit se poursuivre, puisque la Fed s'est engagée dans une politique de resserrement monétaire qui ne semble pas devoir se terminer tout de suite. Donc, premier point. Et deuxièmement, c'est un point essentiel, parce qu'on sait que les marchés sont dirigés par les flux, elle observait qu'en fait, on avait eu peu de sorties, pour le moment, des marchés émergents. Donc, il restait encore beaucoup de gens à dégoûter, on peut le traduire comme ça, pour qu'on ait une réelle capitulation. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également? Alors,
On peut juste rappeler les chiffres, comme ça on aura ces chiffres en tête. À peu près, après plusieurs années de flux négatifs sur les actions émergentes, on a à peu près 90 milliards qui sont rentrés en 2017, un bon cru quand même globalement, quoi. Et ces flux entrants ont continué vraiment sur le premier trimestre 2018, puisqu'on a atteint quasiment les 80 milliards sur le premier trimestre à peu près, quoi. Depuis, on a des flux sortants de l'ordre d'une quarantaine de milliards, donc on est aujourd'hui un peu moins de 30, entre 30 et 35 milliards de flux encore positifs sur la classe d'actifs en 2018, de flux net, j'ai envie de dire. Bien que le mouvement plus court terme était plutôt à la baisse, mais néanmoins, comme le remarque votre analyste chez cette banque américaine, c'est vrai qu'on a peut-être encore de la marge, on n'est pas encore en flux net négatif depuis le début de l'année, ce qui pourrait effectivement arriver. Maintenant, remettons ça dans son contexte de stock, quelque part, quoi. Pourquoi les investisseurs étrangers vendraient encore beaucoup ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont encore au total finalement beaucoup ou peu? On constate aujourd'hui que l'allocation des grands gérants d'actifs sur les actions émergentes est minime. Elle est de l'ordre de 4-5% à peu près, alors que même que le poids des actions émergentes dans l'indice des actions globales, c'est plutôt 12%, quoi. Donc, de manière générale, on peut quand même estimer que ces grands gérants globaux restent sous-pondérés, en dépit des flux positifs et des flux négatifs depuis quelques mois. C'est pour ça qu'ils ne s'empressent pas de vendre. Sans doute. Et par ailleurs, les autres marchés, en premier duquel, bien sûr, le marché américain qui a très très bien performé, est monté. Donc le poids relatif des investissements américains a dû, bien sûr, monter à ce moment-là. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils vendent massivement, outre le fait qu'ils voudraient complètement sortir, quoi. Mais en période de stress, en période de panique, il n'est pas étonnant de voir ce genre de choses. On l'a vu en partie, peut-être pas en totalité. D'accord, mais Bruno, aujourd'hui, vous diriez qu'il faut profiter de la baisse pour aller sur les émergents, ou il est bien trop tôt encore? Alors, il est sans doute trop tôt parce qu'on a un certain nombre d'incertitudes à court terme, en tout cas depuis jusqu'à la fin de cette année, qui peuvent créer encore beaucoup de volatilité sur les marchés. On a des élections au Brésil, par exemple, qui peuvent encore créer beaucoup de volatilité sur ce marché. On a les élections américaines de mi-mandat. Alors, pourquoi ça devrait concerner les pays émergents, finalement? Alors, il faut comprendre que M. Trump a un discours très populiste sur le commerce mondial, sur la relation avec la Chine, en invoquant un déficit abyssal extrêmement important, 400 milliards de dollars, des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Alors, bien sûr, la réalité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Les États-Unis ont des intérêts en Chine qui... Mais vous voulez dire que ça pourrait se calmer après les élections de mi-mandat? Et quelque part, voilà, quand Trump critique la position chinoise, on peut dire que ses électeurs habituels sont plutôt contents, d'une certaine manière. Donc, il caresse dans le sens du poil son électorat. Son but, c'est quand même que les républicains remportent ces élections, hein, ce qui n'est pas gagné, hein, bien évidemment, quoi, hein. Après, difficile à dire ce qui va se passer après. Est-ce que, admettons qu'ils gagnent, que les républicains gagnent, est-ce que finalement Trump va dire ok, c'est très bien, c'était ma posture qui a fait gagner, on passe à autre chose, et puis après on ne parle plus, il n'y aura plus de tweets incessants sur ces relations. Ou alors les Chinois trouvent un terrain d'entente et font quelques concessions. Ils en ont du reste déjà fait quelques-unes, quoi, sur l'ouverture du marché. C'est une possibilité, mais... Tout à fait. Mais le reste, le contraire est également possible. Le contraire est également possible. C'est pour ça que cette incertitude reste présente. On en saura plus, à mon avis, après le début novembre. Hein. Bon, alors, on arrive au terme de cette émission, Bruno. On va être très concret. Des pays comme la Turquie, l'Argentine, on n'y touche pas. La Turquie, on n'y touche pas parce que, clairement, on a un risque de contrôle d'échange. L'Argentine fait ce qu'il faut. Est-ce qu'elle va réussir à avoir un déficit zéro l'année prochaine? Ça reste ouvert. Le marché a été extrêmement sanctionné quand même. Je trouve que c'est intéressant d'y mettre peut-être quelques investissements. D'ores et déjà. D'ores et déjà. Le reste, on attend. Même la Chine, on attend. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on peut regarder qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un gros secteur de part et d'autre des États-Unis dans les pays émergents, c'est le secteur Internet. Particulièrement en Chine.
particulièrement en Chine. Alors c'est vrai qu'il y a deux grands pays Internet, il y a la Chine d'un côté, enfin il y a les États-Unis d'un côté, pardon, et la Chine de l'autre. Amazon a une performance absolument fantastique, et c'est vrai que les quelques titres de ce style tirent le marché américain. On peut dire qu'ils font même presque 80% de la hausse du marché américain. A contrario, on a des Tencent en Chine, même des Alibaba qui ont baissé quand même, notamment Tencent, qui a perdu quasiment un tiers de sa capitalisation boursière depuis le plus haut quand même. Donc on a vraiment une disparité forte sur un secteur qui est globalement comparable. On peut le comparer, on peut comparer les perspectives de croissance sur les 5 prochaines années. Là, on a vraiment un marché américain en relatif, enfin des valeurs américaines au plus haut et des valeurs chinoises. Donc on commence à avoir de la décote sur certains secteurs dans les émergents. Absolument. En termes de valorisation, on est quasiment à la moitié. D'accord. Mais quel va être le signal d'achat pour vous? Je trouve que c'est intéressant de regarder techniquement la performance relative des deux secteurs. Et aujourd'hui, c'est clairement encore en faveur des valeurs américaines. En bourse, on a besoin que les marchés se stabilisent d'une certaine manière, pour que les choses se tassent, pour que les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles soient intégrées. Difficile encore de le dire à très court terme, mais si on regarde précisément ce qui va se passer en relatif sur ces deux secteurs, on devrait arriver à un moment à une certaine stabilisation, en d'autres termes, une performance quasiment équivalente au jour le jour, quoi, qui pourrait nous donner un signal d'achat sur un éventuel retournement. Et je trouve que comme c'est un secteur important de part et d'autre, et que c'est comparable en termes de business, ça peut être un indicateur qui sera à regarder, quoi. Mais encore une fois, il faudra y retourner prudemment et viser des marchés spécifiques ou des segments de marché spécifiques. Voilà, alors, et pas jouer de façon indiscriminée. De façon indiscriminée. Alors, après c'est plutôt au choix des gérants de fonds émergents à faire bien sûr ses propres choix plutôt de favoriser les marchés qui ont plus de potentiel. Au sein de ces pays, moi j'estime que la Chine reste le pays le plus sûr, hein, parce que sa devise est quand même si elle a baissé, quand même baissé beaucoup moins que beaucoup d'autres devises émergentes, que même si la dette chinoise, encore une fois, est importante, c'est une dette locale, quoi. Même si on a eu un ralentissement des investissements en Chine, pour moi c'est une bonne chose à moyen terme, même si à court terme ça apure l'économie. Ça apure l'économie. Couper des capacités dans des secteurs où il y a trop de capacités, c'est quand même plutôt une bonne chose, hein. Ça permet aux sociétés qui restent dans le secteur d'avoir de meilleures marges, hein. Bruno, merci. Merci.